C'est Rencontre internationale, donc 8e édition ici, groupe Caisse des dépôts. Donc un grand merci au groupe Caisse des dépôts d'être partenaire d'une des deux chaires, mais aussi, dirais-je, de nous accueillir dans ces beaux locaux. Maintenant, c'est devenu un peu symbolique, le 15 qui est Anatole France. Alors, il y en a toujours de temps en temps qui vont à Austerlitz, il y en a qui vont à Cergy, enfin voilà, il y a toujours une ou deux personnes, mais petit à petit, on en perd de moins en moins. Donc, merci beaucoup. Merci à Étienne Berling qui organise, qui nous aide, qui nous accueille ici, avec lequel on travaille depuis 8 ans. Donc, ça devient... Alors, au début, ça s'appelait les RIC. Rencontre internationale du changement. Et un jour, on dit transformation, c'est mieux. Donc, et les rites, et effectivement, donc c'est devenu un rite. On pourrait mettre un E. Et donc, effectivement, donc c'est devenu un rite maintenant régulièrement pour toutes les personnes, toutes les personnes qui sont en charge du changement, de la transformation dans les organisations, de venir ici se ressourcer. Donc, un grand merci donc à la Caisse. Tu veux dire un petit mot ? Oui, moi je vous remercie parce que c'est toujours très enrichissant pour les gens de la Caisse de profiter de l'échange qui se produit ici. Puis je veux remercier aussi mon responsable de pôle, Frédéric Lézy, et puis Benoît Pariset, de nous permettre de faire ça. Voilà. Et puis collaboratif, intelligence collective, pour nous c'est super important parce qu'on a lancé une Digital Workplace par exemple, et dans cette Digital Workplace, je me suis occupé d'essayer de réfléchir avec les collaborateurs en intelligence collective à comment mettre en place quels étaient leurs besoins, leurs irritants, pour pouvoir justement mieux collaborer, essayer de casser les silos. Donc je pense que cette journée va encore nous éclairer sur plein de projets ailleurs et se nourrir d'expériences. Voilà, donc je vous remercie d'être tous là. Merci Étienne. Donc, cette journée est organisée par les deux chaires de recherche, la chaire ESSEC du changement. Donc vous avez les entreprises partenaires, donc ces deux chaires, donc c'est une quinzaine d'entreprises. La chaire ESSEC du changement existe effectivement depuis donc 2011, et la chaire IMEO, Innovation managériale et excellence opérationnelle, donc depuis 2 ans maintenant. Donc ces deux chaires de recherche ont pour objectif de produire avec vous entreprises, dans une logique de recherche-action, du savoir, je dis toujours utile, utilisable et utilisé dans les organisations que vous êtes. Donc on veille à cette application et à cette dimension aussi académique de recherche-action. Vous avez pu voir à l'entrée, il y a des grandes tables et puis il y a des ouvrages donc qui sont là, qui sont les dernières productions de la chaire. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y en a des nouvelles, puis il y a aussi des productions qui sont dématérialisées. Lundi, nous avons eu le lancement d'un MOOC qui s'appelle Manager au pluriel du changement. Comment un manager gère le changement avec son équipe. Alors là, on n'est pas du tout dans les grands plans de communication, tout ça. Comment on explique. Donc tout ça, c'est fait avec l'entreprise Covea. Donc je sais qu'elle est présente ici, donc c'est un gros travail qui a été fait avec l'entreprise Covea, Manager du changement. Et donc ça, c'est aussi là pour les productions. Donc il y a des ouvrages, il y a des revues. On fait des MOOC, on fait des jeux en réalité virtuelle, on fait plein de choses, plein de ressources. Il y a les certifications, il y a la certification en changement, mais il y a aussi une nouvelle certification sur le management agile qui a été faite. Donc c'est des projets de recherche que l'on fait. Dans ces projets, donc je vous ai dit, ça prend la forme de livres, de revues, bon ça c'est assez classique pour les profs, de MOOC, on commence déjà un tout petit peu, de jeux en réalité virtuelle. Et puis cette année, on a voulu aller un tout petit peu plus loin. On a avec un partenaire qui s'appelle donc CDB, donc je crois qu'ils sont peut-être dans la salle, qui est un cabinet d'architectes, et puis qui travaille avec une société qui s'appelle donc SBS. Je sais qu'il y a des gens qui sont présents ici. On s'est intéressé au design et comment le lieu influençait les comportements. Alors ici, ceux qui étaient là hier, il y a eu une conférence sur les artefacts, sur l'affordance. Bon, je sais qu'il y en a un certain nombre qui vous disent avec les deux mots que je viens de dire, j'ai bien fait de ne pas venir hier. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait des déploiements opérationnels sur le changement et d'aller, nous, dans nos projets de recherche, encore plus loin que des livres, sur des salles, des lieux, des outils qui vont accélérer le déploiement du changement dans les organisations. Et donc, ça me permet de faire le lien avec 2 ateliers que vous aurez aujourd'hui sur une salle dédiée, salle collaborative, et puis aussi sur un petit outil que vous avez vu qui s'appelle la Pitchbox, où vous allez pouvoir jouer avec ça, parce que en sciences du comportement, on dit toujours, il faut faire l'expérience, mais il faut faire le récit de son expérience pour changer de comportement.
Et le récit est intéressant, et c'est là qu'on commence à prendre conscience de ce que l'on doit changer et vers où on doit aller. Donc ça, c'est les ateliers et nos productions qu'on réalise. Donc je remercie nos partenaires, donc entreprises, toutes les entreprises, et là dans les ateliers, donc les partenaires, donc CDEB et SBS, qui ont fait ce travail. Alors je sais, et puis je dis, il y a les rencontres internationales, il faut vraiment qu'on ait quelque chose. Donc je les remercie d'avoir répondu présent pour qu'il y ait des ateliers aujourd'hui. Donc merci à tous les partenaires entreprises, ces 2 chaires qui existent depuis maintenant un certain temps. Le thème, vous savez, tous les ans on a un thème. Alors cette année on avait pris intelligence collective, mode collaboratif et intelligence collective. On se dit tiens. Je l'ai mentionné un tout petit peu en logique du changement, hein. On avait toute la phase instrumentale. Il y a un projet, j'accompagne le projet. Et là, et tout le monde s'est mis. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais il faut aussi faire collaborer les acteurs, les mettre en situation d'eux. Et c'est là qu'on a tous les ateliers classiques, etc. Et aujourd'hui se pose la question, parce qu'en gestion du changement, souvent on dit, bon, on a tout fait. On a fait le plan de com, on a fait les ateliers, etc. Mais ça ne crante pas. Cranter, alors je ne sais pas le terme, ça n'accroche pas. On pourrait trouver plein de terminologies. C'est-à-dire que, moi j'ai l'habitude de dire, le changement c'est la logistique du dernier mètre, du dernier kilomètre. Ce qui est le plus dur en logistique, hein, pour ceux qui font de la logistique. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les grands discours, hein, mais derrière, est-ce que les acteurs sur le terrain vont modifier leur comportement? J'ai l'habitude de le dire aussi. Hein, Antoine Riboud, alors je sais ça, quand je fais ces citations, les étudiants me disent, mais qui est ce monsieur? Donc c'est là que je vois que mes citations sont datées. Qui avait dit un jour, la stratégie n'existe pas, il n'y a que du management stratégique. Ce qui est le plus important, c'est quand les acteurs sur le terrain modifient leur action pour réaliser la stratégie. Mais ça, on le voit dans toutes les intentions, mais est-ce que les acteurs sur le terrain modifient leur comportement, modifient leur action? Ça, c'est le plus dur à aller chercher. Et par rapport à ça, ça a été pour aller chercher ce dernier mètre, ce dernier kilomètre, de dire, faut peut-être qu'on ouvre plus sur le collaboratif, sur l'émergence, sur pas mal de choses. Après, on parlera de l'intelligence collective, etc. Mais de dire quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place aujourd'hui, qui sont des dispositifs de co-construction, de collaboration, de coparticipation, de telle manière qu'on embarque les acteurs sur le terrain, tout en ayant une forme de cohérence. C'est ça, là aussi, parce que c'est pas simplement... l'enjeu, il n'est pas... il y a des postures qui consistent à dire on laisse l'organisation s'auto-organiser par elle-même. Oui, sauf qu'à un moment donné, il y a des organisations, et puis aussi, c'est le point qu'on a développé hier, il y a un point souvent dans l'entreprise libérée qu'on n'aborde pas, qui est le pouvoir et la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, moi, manager, je suis responsable. Je suis responsable économiquement, mais je peux être aussi responsable pénalement. Donc du coup, ça amène aussi les organisations à opérer ce mix entre une organisation, entre guillemets, structuraux, fonctionnelle, hiérarchique, et puis des modes collaboratifs. C'est un petit peu ce qu'on va voir. Pour cela, alors vous avez des éléments qui vous sont donnés par rapport à des ouvrages. Nous allons avoir plusieurs choses, donc on va ouvrir le bal donc, avec Alexandre. Alors on ne va pas danser, Alexandre Guillard de Covea, sur... déjà, vous savez, il y a des mots comme ça qui circulent. Alors, il y a des modes. C'est toujours intéressant. Je vais disrupter les soft skills, donc ça on l'entend un peu moins. Soft skills, disrupter, on l'a un peu moins. Donc il y a des mots comme ça. Donc collaboratif. Jean-Marie Peretti dit « Nous sommes dans la société du co ». Donc Jean-Marie Peretti, qui est directeur des 2 chaires avec moi et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Nous sommes dans la société du co. Co-développement, co-design, on met du co partout. Et donc par rapport à cela, qu'est-ce qu'on entend par cette notion du co? Quelle est la réalité? Quels sont les outils? Quels sont les dispositifs? Quel est le vécu aussi par les personnes? Et puis la question qui se pose, est-ce que, je sais qu'Alexandre, est-ce que parce qu'on a du collaboratif, on a de l'intelligence collective? C'est une vraie question aussi, parce qu'on pense que le lien est naturel, il n'est peut-être pas autant que cela. Donc on va ouvrir sur ça. Donc Alexandre Guillard, en fait, donc de Covea. Qui connaît Covea dans la salle, en fait? Bon, ça va. Je lève la main parce que ça va. Donc vous pouvez rester, c'est ça? Voilà, vous pouvez.
Donc Covea, donc cum ove via, faire la route et grandir ensemble. Donc vous voyez, il y a un lien évident avec l'intelligence collective. Et donc je suis venu en fait avec aussi David Porcheron qui vous parlera aussi donc qui est directeur de la direction de la dynamique interne. Donc moi je suis rattaché à cette direction en tant qu'agence des transformations. Comme j'ai coutume à dire, qui connaît l'agence Tourisque, hein? Plus de personnes que Covea. Donc plus que voilà. Donc voilà, c'est la même chose mais en mieux. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure en fait avec plus d'éléments d'information. Je vous promets de trouver la musique de l'agence Tourisque tout à l'heure, je vous la mettrai. Merci Alexandre. L'idée c'est de commencer un tout petit peu ce qu'on entend par collaboratif, intelligence collective, essayer d'un peu de comprendre un tout petit peu parce que il y a eu un débat hier parce que c'était la journée académique, donc les profs. Un mot, oui, mais ce mot-là, ça ne veut pas dire ça veut pas dire autre chose. Non, on va essayer un tout petit peu de démêler quel est le périmètre et quels sont le contenu. On a fait, j'avais présenté hier très rapidement en fin de journée, on a fait une petite enquête. Alors après, certains statisticiens me diront que l'échantillon n'est peut-être pas suffisamment représentatif. Les chaires, donc les entreprises de la chaire, donc souvent on fait des enquêtes flash. Des petits, et donc on demande, et ce qui fait qu'on arrive à obtenir à peu près une centaine de réponses, déjà sur leur perception du collaboratif. Alors 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc non, c'est ça le slogan, donc je crois quelque chose comme ça, donc je vois qu'il y a la FDJ qui est partenaire aussi. Tout le monde dit qu'il faut le faire, donc ça c'est quand même assez intéressant, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises revendiquent que c'est un objectif affiché important. Donc ça, on va se dire, c'est plutôt bien. Alors c'est après que ça se gâte. Ça, j'ai commencé dans ce sens-là. Alors après, il y en a que 76% qui ont expérimenté du collaboratif. Donc déjà, on commence un tout petit peu, on en a déjà perdu 24%. Ensuite, on n'en a que 52% qui mobilisent régulièrement le collaboratif. Quand on a les 76%, c'est j'ai fait un hackathon il y a 2 ans, et donc je fais du collaboratif. Non, enfin, ou j'ai fait un atelier de codev, dans une formation à l'ESSEC, je ne peux pas dire autre ailleurs. Et donc là, ça. Alors après, sur la fréquence, on a essayé de voir un peu sur la fréquence. On a posé quelques questions sur la fréquence. Il n'y en a que 7% qui l'utilisent dans une fréquence hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on pourrait juger régulièrement. On pourrait dire que ça pourrait être quotidien. Donc là, déjà, on voit qu'il y a quand même un peu, je ne vais pas dire, la fracture du collaboratif entre des intentions, entre des volontés, et ensuite une permanence, une régularité de mise en œuvre au quotidien. Je l'ai cité hier, François Dupuis, sociologue que beaucoup connaissent ici. François Dupuis dit « Le collaboratif, c'est quelque chose de fatigant. » Tous ceux qui animent des ateliers, vous savez, quand vous avez passé votre journée à animer des ateliers, vous ressortez, vous êtes un peu fatigué. Parce qu'il faut mettre une énergie dans le collectif, il faut aller chercher, il faut formaliser, etc. Et puis à des moments donnés, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est une intention, elle est louable, elle est importante, mais derrière, on a des réalisations qu'on pourrait qualifier de peut-être on peut mieux faire. Je ne l'ai pas mis ici dans ce slide. On avait aussi un élément qui était important, qui disait finalement le collaboratif, ça permet de développer la bienveillance. Alors je sais qu'Olivier est là. Il est où le roi de la bienveillance ? Avec son écharpe orange, donc voilà. Donc je vous conseille l'ouvrage d'Olivier Truong qui est ici sur la bienveillance. Les ouvrages, excuse-moi, sur la bienveillance. Il dit ça favorise la bienveillance, mais ça favorise la bienveillance que dans les temps collaboratifs. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas un comportement durable de bienveillance hors le mode collaboratif. C'est-à-dire que les gens sont bienveillants dans le dispositif collaboratif, mais dès qu'on revient dans un autre mode collaboratif, ils ne sont plus ou moins. Alors après, je n'irai pas dans l'évaluation de la bienveillance, je laisse ça à Olivier. Alors après, on a des choses quand même... 45% pensent que c'est de la fausse collaboration. C'est beaucoup. Moi, je ne pensais pas... pour moi, c'est un des chiffres qui m'a le plus étonné. En clair, on nous demande de faire de la collaboration, mais derrière, et ça va avec l'autre chiffre, il n'y en a que 12% qui pensent que le collaboratif a un réel impact sur les décisions. Avec un S, ça sera mieux. Et donc, effectivement, là, on a effectivement... Il n'y a que 12% qui disent qu'il y a un impact. Alors après, on peut discuter de l'échantillon, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Et là, on est plutôt sur des gens qui sont, dirais-je, captifs sur le sujet de la transformation, etc. C'est des entreprises de la chair.
Donc le constat, alors je ne vais pas avoir un constat alarmiste, donc c'est quelque chose qui est affiché, c'est quelque chose qui est important, etc. Mais on peut s'interroger dans les méthodes de déploiement et surtout dans comment assurer une pérennité dans ces méthodes. Alors après la question c'est est-ce qu'il faut avoir une pérennité, est-ce qu'il faut être tout le temps collaboratif ou pas? Ça c'est des vraies questions qu'on a à se poser dans nos organisations, dans nos fonctionnements. Et vous êtes tous ici des experts, des professionnels de la transformation. Et vous posez la question, et moi, que puis-je faire? Comment le faire? Comment développer ça? Alors après, c'est plusieurs choses. Le collaboratif, donc dispositif visant à associer tout ou partie des parties prenantes au processus d'innovation, de production, de décision et d'analyse du fonctionnement. C'est-à-dire, ce qu'on appelle collaboratif, c'est qu'on associe un plus grand nombre de parties prenantes. Alors, je n'ai pas dit toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que du modèle, c'est ce que j'ai mis, on passe d'un modèle NN à un modèle 1N. Modèle 1N, un responsable prend des décisions. Un modèle NN. Alors après, est-ce que c'est jusqu'où j'ouvre, jusqu'où... Donc, j'ai parlé de la notion de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir. Et là, un des points clés quand même, quand on interrogeait les gens un tout petit peu, de dire, on nous associe pour avoir notre point de vue, mais on n'est pas associé à la décision. Donc, jusqu'où on laisse des décisions, jusqu'où on laisse des marges de manœuvre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui souvent disent, on fait des choses, mais après, on sait que c'est déjà écrit à l'avance. Ouais, oui, vous dites oui, hein, donc, on ne se trompe pas, quoi. Donc, dans l'enquête. Ça, c'est important. Autre point, pourquoi ça devient, parce que vous allez me dire, ces choses-là, on les connaît depuis longtemps. Hein. Marie Parker Follett, en 1924, faisait un article pour dénoncer le taylorisme et disait qu'il faut faire des équipes autonomes où les gens co-construisent entre eux. Donc, en 1924. Hein. Donc aujourd'hui, peut-être, ce qu'on appelle le désir de participation d'un point de vue sociétal, ou dans la société, alors qui s'explique par l'éducation, les réseaux sociaux, je ne reprends pas cette notion-là, mais il y a une maturité aujourd'hui sociologique qui fait que les gens disent « moi, je veux participer. Je veux donner mon point de vue. » Donc ça aussi, alors, comment le faire, comment associer, comment avoir de la performance collective, c'est des questions qui se posent. Et c'est la problématique, dirais-je, de la structuration du collectif. C'est pas les objectifs, souvent on dit on fait du collectif pour ça. Non, c'est comment je l'organise. Et là, je pense qu'on est, ce que j'ai dit tout à l'heure un tout petit peu, on a aussi le côté qui est responsable. Qui norme, qui est responsable. Et derrière, qui a la responsabilité de responsabilité économique, responsabilité organisationnelle et responsabilité même. Nous, on a fait des travaux dans les hôpitaux. Je le mentionnais hier. Quand vous êtes dans une salle, dans un bloc opératoire, le chirurgien, il dit s'il y en a un qui va en prison, c'est moi. Donc tout le monde obéit. Et si tu n'es pas content, tu dégages. Donc c'est pas un mode collaboratif. Hein. Parce qu'il dit celui qui va en prison, c'est moi. Et là, vous dites ok. Je ne prends pas de risque. Donc on a toute cette notion-là. Je vais assez vite. Des formes très différentes. Alors aujourd'hui, c'est un petit travail qu'on a fait avec Alexandre. Est-ce qu'il y a une première problématique dans le collaboratif? Est-ce qu'on fait sur une partie de l'organisation ou dans l'ensemble de l'organisation? Et jusqu'où est le point de bascule? Vous allez me dire, aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont là ont fait du collaboratif au moins une fois. On fait du codev, des hackathons, enfin on peut prendre toutes les formes que l'on veut, je les ai mentionnées, mais est-ce que le faire une fois dans un service à un moment donné ex situ, ça suffit? Ou est-ce qu'on le fait dans toute l'entreprise? Et là on tombe sur quelque chose qui est compliqué aujourd'hui, qui est sur les nouvelles formes d'organisation avec une distribution de pouvoir. L'holacratie, la sociocratie. Alors vous allez me dire, oui, mais on va dire Zappos, etc. Alors c'est vrai que c'est plus facile de le faire sur une entreprise de 15 personnes qui vient d'être créée que sur une entreprise de 150 000 personnes qui a 150 ans. Voilà. Donc non mais c'est... Moi je peux faire de l'holacratie effectivement dans une petite organisation. Donc se pose... Alors jusqu'où on a des zones holacratiques ou pas, avec de la répartition du pouvoir. Donc on a un certain nombre de choses comme ça qu'on retrouve. Donc ça, c'est la première distinction. Est-ce que c'est dans toute l'organisation ou sur une partie? Et l'autre élément, c'est est-ce qu'on est dans la consultation ou est-ce qu'on est dans la décision? Quand on fait du codev, on n'est absolument pas dans la décision. Alors je sais qu'il y a des puristes du codev qui sont à côté de moi, parce qu'on a des débats épistémologiques sur le fond. Dans le codev, on dit, il y a deux écoles, hein, vous les avez à cette table. Le codev doit-il proposer des solutions ou pas? Ah bah voilà, ouais, donc c'est là. Ah, c'est ça. Débattons.
Voilà, donc je sais. Et moi, je dis, faut activer le système. Sinon, à un moment donné, on parle, mais donc voilà. Donc après, il y a ces deux écoles, et alors les puristes qui sont dans l'école de Champagne-Payette sont effectivement sur la proposition. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce débat-là, le débat qu'on a entre nous, il est vrai dans les organisations. Est-ce que je fais du collaboratif pour être en consultation où en décision, et jusqu'où je laisse des marges de manœuvre aux personnes pour prendre des décisions dans l'organisation. Allez, donc aujourd'hui, il y a un modèle qui est intéressant. L'intelligence collective consiste à augmenter la capacité de compréhension et d'action d'un groupe. On a un modèle de Nonaka. Nonaka, c'est un auteur japonais qui avait travaillé sur le transfert des connaissances. Alors et notamment il avait fait une étude qui était très célèbre, c'est comment les boulangers japonais ont appris à faire la baguette. Donc les boulangers japonais, donc d'un seul coup, ils prennent les recettes, ils prennent tout, et ils refont des baguettes, et rien ne marchait. Rien. Donc ça ne sortait pas. Alors ils se sont dit, mais comment se fait-il que les Français arrivent à faire des baguettes? Ils viennent voir les boulangers français, ils prennent tout en note, le poids, sauf qu'il y a des farines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, ce qu'avait démontré Nonaka, il disait le premier niveau dans le transfert de connaissances, et de l'intelligence collective, là cette fois-ci je bascule plus, c'est ce qu'il appelle du tacite au tacite, la socialisation. C'est-à-dire qu'on a besoin de discuter entre nous. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire qui ne seront pas formalisées, qui ne seront pas écrites, qui ne seront pas... On a besoin d'échanger comme ça, on a besoin de se connaître. Je l'ai mentionné hier, Simmel, qui est un auteur, il dit « Il y a coopération quand les gens partagent les buts et quand ils s'apprécient ». La notion d'appréciation, c'est la notion... Après, c'est au sens socialisation. Donc il dit dans un premier temps, on est du tacite à tacite. Une fois qu'on a fait le tacite, on va commencer à formaliser ce qui nous paraît important. C'est-à-dire que les boulangers japonais sont venus discuter avec les boulangers français, puis ils ont vu, ils ont observé, ils ont discuté, puis au bout d'un moment, ils ont commencé à formaliser des choses. Et ils ont fait de l'explicite, ils ont formalisé. Et ensuite, cet explicite, ils ont demandé, donc une fois qu'ils avaient écrit, ils ont dit aux Français, est-ce que c'est bien ça? Les Français leur ont dit non, parce qu'il faut aussi avoir un artefact, dirais-je, d'échange. Et ensuite, cet explicite, il devient une pratique, etc. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que finalement, le collaboratif, pour qu'il fonctionne et qu'il aille vers de l'intelligence collective, il y a peut-être une nécessité de structuration en nombre de personnes. Il y a toute la théorie des groupes restreints, mais aussi de processus, de dispositifs. Souvent, vous savez, on dit, mais moi j'ai des discours, vous savez, toutes les entreprises partenaires, je leur envoie des documents sur Slack. Ça me permet d'envoyer un message sur le réseau social. Mais souvent, je m'aperçois qu'il y a une dimension aussi socialisation. Il faut que je discute, il faut que je vois les gens, il faut que je leur reparle, etc. Donc, le transfert, dirais-je, de l'explicite ne faut pas. Donc, il y a des dispositifs, il y a des temps pour qu'effectivement, il y ait un vrai transfert, une vraie appréciation des personnes et surtout, donc, qui vont permettre. Donc, nécessité de structurer et de capitaliser les modes collaboratifs, méthode, rôle, problématisation, ce qu'on va faire. On a eu dans le Switch Lab un cas intéressant. Groupama, sur la coopération. Et on s'est dit, donc pour développer la coopération des managers, sujet assez simple. Premier élément, on dit, est-ce qu'on les met ensemble, on les fait travailler ensemble? Ou est-ce qu'on les fait travailler ensemble sur un défi ou un problème dans l'organisation? C'est-à-dire qu'il y a une vision téléologique d'objectif et d'organiser ça. Donc c'était un débat qu'on a eu qui était assez intéressant. Voilà un tout petit peu Alexandre. J'ai pris tout le temps, je suis désolé. Voilà, ça fait partie des choses. C'est les profs, ça c'est leur défaut. Donc, il y a celui-ci, tout celui-ci. J'ai combien de temps en fait? 1 minute. D'accord. Parce que je suis sympa. Voilà. Non, mais bon. Frédéric qui me regarde et qui me dit moi j'ai vu le regard. D'accord. Bon, non, je vais vous présenter en fait. Donc c'est effectivement ça, c'est le fruit d'un article qui a été que vous retrouvez dans la revue. Qui est distribué donc et qui est à votre disposition donc à l'entrée. Et donc vous allez bénéficier en 5 minutes du retour d'expérience de plus de 10 ans en fait d'expérience autour de l'intelligence collective. Et puis je passerai le relais en fait à David Porcheron sur la suite. Donc je ne vais pas vous parler de la suite, mais là je vous parle du retour d'expérience. Retour d'expérience. Alors peut-être juste combien dans la salle sont très sceptiques par rapport à ce concept d'intelligence collective? Pas plus?
Alors je suis très inquiet parce qu'en fait, merci déjà pour comment dire ce courage. Je suis très inquiet parce que effectivement, je pense que vous avez raison d'être très sceptique avec ce concept d'intelligence collective parce que c'est le premier point de départ en fait et le premier écueil qu'on a vécu nous il y a plus de 10 ans, c'était de croire en fait que l'intelligence collective c'était une question de réflexion et d'idées. Et en fait, non, pas du tout. Et je pense qu'il fallait éprouver en fait ce premier échec qui est, ça n'est tout sauf de de l'idée ou des groupes d'échange en fait. Et ça, je crois que c'est un premier point de départ. Ça n'est pas un concept. Et alors, deuxième idée. Alors, sachant que ce que je vous raconte là, c'est vraiment le fruit d'un retour d'expérience qui se repose sur. Alors, c'est pas limitant, mais il y a en fait 3 dispositifs socles. Le Codev, dont on a beaucoup parlé, qui a commencé il y a plus de 11 ans. L'amélioration continue, en fait, qui est née dans une des 3 marques donc de la MAF, en fait, qui est aussi une pratique qui est née à peu près au même moment. Et puis un dispositif qui est venu, qui est Campus, qui est de la grande facilitation. Et tout ça est dans l'article. Il y en aurait bien d'autres. Il y a aussi des dispositifs de formation, mais voilà, j'ai focusé en fait sur ces 3 dispositifs. Le premier apprentissage, et je vais être très court, en fait, il y a 3 choses à retenir. La première chose, en fait, c'est qu'il y a un malentendu. En fait, l'intelligence collective n'est pas du participatif. Alors pourquoi ce malentendu? En fait, c'est parce que je pense que, mais ça, David l'a bien expliqué, c'est que je pense que nous sommes encore peu ou prou, surtout dans nos grandes organisations, dans un paradigme taylorien. Et que en fait, le participatif n'est qu'une variante du modèle taylorien. Et je pense que c'est la première chose à comprendre, en fait, c'est que ça n'est pas une modalité. L'intelligence collective, c'est pas introduire de la participation. C'est bien plus que ça, en fait. Et je pense qu'il y a un grand malentendu qui, d'ailleurs, était très présent dans les premiers groupes de Codev. On disait, tiens, c'est sympa, vos groupes, c'est un truc pour faire participer les managers, en fait, et ça va être sympa de discuter. En fait, c'est pas du tout ça, parce que je pense qu'il y a un malentendu, en fait, qui est le fait que ces groupes d'intelligence collective, ça doit se brancher sur des objets d'action concrets, et que, ne l'oublions pas, en ces temps effectivement, on parle beaucoup de bienveillance, de participatif, etc. La QVT, etc. En fait, et là, il y a aussi un malentendu. En fait, l'intelligence collective, ça doit servir le travail et l'efficacité, en fait. Et que c'est vraiment, quand on parle de qualité relationnelle, en fait, voilà, je lâche un premier mot en disant que la qualité relationnelle est source de performance. C'est pas en fait un truc c'est pas la secte des bienveillants, ou c'est pas ce qu'on pouvait entendre d'ailleurs dans les groupes de Codev il y a 10 ans. C'est sympa votre truc, c'est du psychopapouille, en fait. Eh bien non, ça n'est pas du psychopapouille, c'est de l'efficacité, en fait, et c'est vraiment, on sert en fait l'efficacité. Et je pense que ça c'est important, c'est le premier malentendu. En fait, l'intelligence collective, ça n'est pas directement branché sur des objets de travail et sur de l'efficacité et sur de la performance. Là, vous risquez de partir en fait dans le décor et de tuer en fait l'intelligence collective avant même qu'elle soit née, en fait. La deuxième chose, en fait, c'est que donc cette contribution à la performance, elle est très difficile donc là aussi, on pourrait beaucoup discuter là-dessus. C'est une contribution directe ou indirecte. Nous, on a l'avantage d'avoir des éléments d'étude. On a un échantillon énorme avec des éléments d'étude, en fait, qui nous montrent, en fait, déjà que toute chose étant égale par ailleurs, ça crée les conditions de la performance au travers de ce que David a appelé des soft skills. Et puis, on voit parfois, on a des protocoles qui montrent à quel point c'est contributeur de performance directe. Je prends un exemple. Vous êtes tous assurés, j'espère, chez Covea. Ou Groupama. Je suis obligé. Voilà, vous avez tous eu certainement un sinistre.
ou pas. Et vous avez tous eu probablement une personne au bout du fil ou une personne en contact. Et je ne sais pas si vous avez probablement fait ce même constat, c'est que la qualité d'accueil, le questionnement, l'écoute, la formulation dans ces moments de grands sinistres sont un avantage essentiel en fait. Et moi j'ai toujours souvenir en fait d'un patron de PME dans un des 3 marques qui était MMA en fait, qui racontait à quel point finalement l'accueil que lui avait fait l'agent après que en pleine nuit son usine avait brûlé, comment ça avait été un acte décisif pour lui et comment ça l'avait vraiment marqué à vie par rapport à la qualité de ce qu'il pouvait attendre d'un assureur. Donc vraiment la performance est essentielle. Et je terminerai parce que je vois que David commence à me regarder avec un œil inquiet. Il y a d'autres David ici, donc... Deux dernières choses. Pour qu'il y ait intelligence collective, il faut qu'il y ait apprentissage individuel et collectif. Apprentissage individuel, en fait, tout ça n'est qu'un prétexte pour apprendre à apprendre. Et ça commence par la personne. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est ça, en fait, le défi, c'est l'apprentissage collectif. C'est comment, de l'apprentissage individuel en petits groupes, on produit de l'apprentissage collectif. Et ça nous amène, en fait, pour, aller sur l'essentiel, à le fameux passage à l'échelle, en fait. Comment, en fait, des collectifs qui, dans une dynamique d'apprentissage, produisent un effet qui va considérablement, enfin, qui va changer l'organisation. Ça c'est un vrai mystère. Vous verrez dans l'article, en fait, la conclusion, c'est que ça ne peut pas se pratiquer comme l'informatique, ça ne se déploie pas. Donc pour ceux qui penseraient que l'intelligence collective peut se déployer, c'est raté. Ça s'essaime, et c'est plus un travail de jardinier qu'un travail d'ingénieur. Voilà. Et puis pour dernier mot, en fait, je crois que l'enjeu, et c'est ça comme ça je fais une ouverture pour l'ouverture sur les 10 prochaines années. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à ce que les personnes au quotidien dans nos organisations apprennent, parce que vraiment la routine, l'apprentissage se consolide au quotidien. Et c'est ça, en fait, c'est comment on peut garantir à toute personne qui ont peu de temps, 1 minute, 5 minutes, pour avoir ce temps d'apprentissage qui va être clé demain et qui va être clé en termes de différenciation compétitive. Et donc, vous aurez des réponses dans le programme des 10 prochaines années avec la conférence de David Porcheron. Merci. Merci Alexandre, et désolé pour...